Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, je pense, hein. En tout cas, vous me voyez. Ah, je me suis pas rasé, vous voyez, ça a bien poussé. Voilà, euh, voilà, ben, bonsoir à tous, bonsoir Faouzan, bonsoir Raphaël, Thibaut, Fabienne, bonsoir Baptiste. Ah, donc, ben, je vois. Bonsoir Johan. Voilà, il y a le petit groupe donc, le noyau dur de l'électroculture se rassemble. Donc, bah, ce week-end, j'ai un stage, j'anime un stage d'électroculture. C'est un groupe très intéressant. Beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de 20, 30 ans comme ça, très sympa. Euh, voilà, bah, pendant que tout le monde nous rejoint. Donc, et un groupe qui a été aussi voir les pyramides en Égypte et qui s'intéresse un peu à plein de choses autour des pyramides. Donc, on va un peu parler des pyramides ce soir. Un bonsoir Thibaut. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Linda. Bonsoir Michael. Ouais, Michael veut relever le défi, est-ce que j'ai compris sur la page, de faire pousser de la menthe à 1,80 m de haut. Après, je t'en veux pas si tu arrives à 1,70 m, c'est beau aussi, hein. J'ai, j'ai pas mesuré précisément exactement, mais c'était environ la taille comme moi, on va dire. Comme moi, je fais 1,82 m. Voilà, la menthe était donc environ cette taille-là. Donc, je veux bien pour quelques personnes vous proposer un peu de menthe, hein. De toute façon, c'est envahissant la menthe, hein. Donc, ça pousse de partout. Moi, comment j'ai fait dans le jardin, c'est que j'ai planté ça un peu j'ai plein de variétés de menthe en réalité. J'ai planté ça un peu, s'exposer plein soleil. C'est un endroit assez relativement sec, un peu humide, hein, ça dépend des endroits. Euh, mais de chaque côté de la menthe, je tourne le gazon, on va dire. Et donc, du coup, ça limite un peu la propagation. Euh, voilà, ça peut être une astuce pour ceux qui plantent de la menthe dans leur jardin. C'est de tondre le gazon de chaque côté. Comme ça permet de le contrôler un peu, on va dire. Voilà, voilà. Ah, bonsoir, Bascan. Ah, c'est à latine, hein. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Quentin. Bonsoir, Eric. C'est marrant, Eric, par rapport à Justin Christoflo, la synchronicité tout à l'heure, c'est que on parlait de la santé à un moment donné dans le groupe électroculture, dans le groupe du stage. Et c'était vraiment vers la fin de la journée, on parlait de la vie et de la mort, et je disais à la fin que et on parlait des circuits Lakowski et des techniques de Lakowski de traitement dans les années 30-40, où il arrivait à soigner, à guérir, à aider à guérir des patients qui étaient en fin de vie, qui avaient des cancers très développés. Euh, et là, je disais que selon les témoignages qu'on lit dans son livre Oscillation cellulaire, c'est surtout dans l'autre livre sur les témoignages avec son appareil à longueur d'onde multiple, on voit que certaines personnes, certains malades étaient quasiment guéris à la fin, mais ils mouraient quand même. Hein, donc, en général, ils étaient complètement guéris, ils restaient en bonne santé, mais il y avait certains cas où ils étaient quasiment guéris, où ils allaient beaucoup mieux, mais ils ne souffraient plus et ils mouraient. Et donc, ça m'a amené à l'idée, à dire que
Et c'est là la synchronicité, c'est que ça m'a amené à l'idée à dire que ce qui est important, c'est pas, ou ce qui est triste, on va dire, c'est pas de mourir en soi, mais c'est de mourir en souffrant. Et c'est la souffrance, on va dire. Et que tous ces systèmes, ça aide aussi à alléger les souffrances et qu'on peut mourir en paix, on va dire, hein, si c'est l'heure de mourir. Et, euh, et alors là, voilà, le stage est fini, tout le monde rentre à la maison. Pas rentre à la maison, mais il rentre dans les lieux d'hébergement, on va dire, hein. Et j'ouvre le livre sur Justin Christoflo. Et là, je lis dans les premières pages un appel de Justin Christoflo à tous les chercheurs à l'étranger, dans le monde entier, et où il parle que son intention est justement de participer et d'aider à alléger les souffrances de l'humanité, à alléger les souffrances, hein. Donc c'est vraiment où il parle vraiment de ses intentions, de tout le travail qu'il fait, de utiliser les forces de la nature, les énergies subtiles, les énergies de la nature pour alléger la souffrance d'une certaine façon de l'humanité. Hein, donc c'est vraiment une synchronicité que je trouvais assez remarquable. Parce que moi, j'ai dit ça un peu comme ça, de façon très intuitive. C'était la première fois que je dis ça dans un stage, que je dis ça comme ça. Et après, j'ouvre comme ça le livre de Justin Christoflo, un peu au hasard, et je tombe là-dessus. Donc voilà. Ah, comme quoi, on revient de nouveau à qu'il n'existe pas de hasard et aux synchronicités. Et alors là, je voudrais donc j'avais parlé là-dedans, j'avais fait une petite liste hein, pour vous annoncer un peu les sujets dont j'allais parler. Hein, c'est un peu pour préparer le terrain et me donner un peu de guide aussi. Et un guide, on va dire. Et là, je voudrais vous parler un peu de synchronicité. Je ne sais pas si ça existe déjà, si d'autres chercheurs ont découvert déjà une notion similaire à ce que je vais vous raconter là maintenant, c'est que, vous voyez, dans la science, on nous parle toujours souvent de l'histoire des causes à effet. Hein, donc, il y a quelque chose qui se passe ou une cause quelconque, et après, il y a une réaction de la nature ou d'un organisme, ou voilà, où vous tapez sur un clou avec un marteau, et après, le clou, il s'enfonce. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ou voilà, où un aigle attrape une souris et la mange. Voilà la cause. L'aigle attrape la souris, effet, souris sera mangée, on va dire. Hein, voilà, il y a comme ça toute une réaction en chaîne, ou comme on dit, des chaînes alimentaires. Hein, donc c'est dans la ligne du temps, l'un mange l'autre, etc. Mais il y a plein de causes à effet, des chaînes de causes à effet, comme ça. Hein. Et on peut voir la vie, voilà, c'est une sorte de vision de la vie qu'on peut avoir. Mais après, il y a aussi les synchronicités dans la vie. Hein, donc c'est que, voilà, il se passe quelque chose, voilà, vous tombez malade, par exemple, ou vous, un exemple, on tombe malade, et comme par hasard, on rencontre quelqu'un qui est thérapeute et qui a une thérapie alternative très spécifique qui correspond exactement à notre maladie ou à une possibilité de bien soigner notre maladie, et que sinon, avant, on n'avait jamais entendu parler de cette thérapie, on savait même pas que ça existait, et on pensait que notre maladie, on allait la traîner toute notre vie. Et là, on rencontre quelqu'un, ça nous ouvre à d'autres voies, etc. Ben ça peut être une sorte de synchronicité qui arrive dans la vie et qui nous amène à réfléchir, hein, qui a du sens, qui est unique. Hein, c'est pas des choses qui se répètent. On va dire que les synchronicités qui ont du sens se répètent, mais c'est jamais la même synchronicité. Et là, maintenant, je voudrais vous apporter une nouvelle notion qui peut-être d'autres chercheurs ont déjà réfléchi à ça, hein, mais personnellement, je ne suis pas au courant alors, mais alors on a trouvé un peu la même chose. C'est ce que j'appelle c'est des synchronicités
on va dire, très scientifique dans le sens que si un événement se passe, un autre événement où on ne voit pas de lien direct se passe en même temps. Toujours des événements qui se passent toujours en même temps. Et toujours le même événement. On va dire qu'à chaque fois que le verre tombe par terre, il y a un bruit. Et imaginons qu'on ne connaît pas le lien entre le bruit et le choc. Bah, alors on se dit, ah bah, c'est bizarre, à chaque fois qu'un verre tombe par terre, il y a un bruit. Hein, mais imaginez qu'à chaque fois qu'un verre tombe par terre, il y a, je sais pas moi, il y a un oiseau qui fait caca. C'est ça pour rire, mais on dirait, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Ben, peut-être si quand même, hein, mais on n'est simplement pas conscient du lien et c'est un lien, on va dire, intemporel dans le sens qu'il est synchrone, il n'y a pas de cause à effet, c'est en même temps. Et donc là, il y a ce que j'appelle la notion, hein, j'ai donné un nom à ça, la synchronicité systématique. Hein, donc voilà, j'envoie la notion dans la nature là. Donc c'est la synchronicité systématique. C'est que quand il y a un événement, en même temps, il y a un autre événement qui se passe, mais toujours le même, on va dire. Hein. Donc si c'est un autre événement, que c'est pas toujours le même, alors on peut pas appeler ça systématique. Alors c'est un synchronicité qui a du sens, qui a un sens peut-être, mais qui est unique. Alors c'est différent. Mais là, c'est vraiment une synchronicité systématique. C'est que quand on va commencer à observer la nature et ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive, la nature, pour moi, ça inclut tout. Hein, c'est comme Francis Cousin parle de ça. Hein, la nature, c'est tout. C'est même tout ce qui vous entoure, les synchronicités, la matière, c'est la nature dehors, c'est tout. On ne s'exclut pas de la nature. La nature englobe tout. Et là, il y a la synchronicité systématique. Hein. C'est un exemple hein, sur les... Un exemple, une mélodie. Ah, mais ça rejoint les protéodies, mais ça permet de découvrir, de comprendre beaucoup de choses et de découvrir de nouvelles choses. Un exemple, ah non, les protéodies, c'est pas un bon exemple, parce que là, il y a une histoire de cause à effet. Hein, on va dire, il y a une mélodie d'une protéine qui est générée dans une musique, et après, il y a la protéine qui est produite. Ben, ça, c'est pas synchrone, c'est une cause à effet quelque part. Donc ça, c'est pas... et là, il y a un lien direct qu'on comprend. Mais si on ne le saurait pas, on pourrait dire que, ah voilà, à chaque fois qu'il y a telle mélodie, j'ai par exemple un mal de tête. Voilà. À chaque fois, telle mélodie, et tout le monde. Voilà. Ben, si on ne connaîtrait pas le lien entre l'interaction de notre métabolisme avec les ondes, ben, on ne pourrait pas comprendre, et alors on pourrait voir ça aussi comme une synchronicité systématique. Ça permet aussi de voir des pistes. Mais ça va plus loin. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes plus, comment dire, surnaturels. Un exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des heures miroirs. Donc c'est par exemple quand vous voyez 21h21, 17h17, 9h09. Ça c'est ce qu'on appelle des heures miroirs et ça a une signification. Ben moi, il y a eu un moment donné, une journée, quelqu'un m'appelait, hop, 17h17. Quelqu'un d'autre m'appelait, hop, 23h23. Et alors, je regardais l'heure, donc la signification, ça nous invite à regarder la signification de cette heure miroir par rapport à la personne. Hein, ou par rapport à le pourquoi de la relation peut-être avec cette personne dans notre vie ou par rapport à l'autre personne, mais on voit qu'il y a toujours une signification et que c'est toujours très parlant et que c'est pas par hasard. Et donc là, c'est par exemple une synchronicité systématique. Par exemple, qu'à chaque fois qu'une personne nous appelle, clac, on voit une heure miroir. Voilà. C'est un événement unique à chaque fois, mais quand même systématique. Hein, donc c'est pas une synchronicité classique, on va dire. Hein, donc, vous voyez, il y a différentes natures de synchronicité, je dirais.
Et dans le jardin, pour revenir maintenant à l'électroculture, hein, pour moi, l'électroculture, c'est un peu, l'électricité, c'est un peu le médium entre les forces du visible et de l'invisible. Hein. Donc, c'est un peu, à travers l'électricité, ça nous parle ou on peut influencer par le visible, par la matière, par nos générateurs électriques, par nos différents appareils, systèmes. Mais il y a aussi l'invisible qui agit sur l'électricité. Un exemple, il y a plein d'histoires avec les médiums ou avec des esprits et des lampes qui clignotent et des phénomènes électriques ou d'influence ou de perturbations électriques. Il y a comme ça plein d'observations assez paranormales autour de ça. On est vraiment entre le visible et l'invisible. Hein, donc, les deux agissent. Hein, c'est un peu un médium de communication. Pourquoi je parle de ça? Ah, bonsoir François. Bonsoir Jean-Marc aussi. Bonsoir Philippe. Bonsoir Camille. Et donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, je parlais de synchronicité, je parlais de l'électroculture. Ah oui, donc, je me rappelle maintenant où je vais en venir. Et donc, si maintenant on a un problème dans ces cultures, par exemple, déjà, je considère qu'on a la solution toujours à portée de main, partout. Partout où on est, hein. Il y a la solution à portée de main, à portée de notre conscience, on va dire, autour de nous, à l'intérieur de nous, autour de nous. Parce que il suffit pas que la solution se manifeste autour de nous, il faut encore la voir, la reconnaître, hein, hein, connaître et reconnaître, aussi reconnecter avec cette solution. Et donc là, un exemple, on a par exemple, je sais pas moi, un problème de limaces. Hein. C'est à la mode, hein. C'est vraiment synchrone avec le temps en ce moment. Hein. Le problème de limaces dans les jardins. Là, peut-être que pendant que vous êtes avec votre problème de limaces, vous êtes occupé à regarder avec vos yeux un buisson dans votre buisson sans le savoir, qui est la solution contre vos limaces, contre votre problème de limaces dans le jardin. Parce que peut-être que le buisson à côté duquel vous êtes assis ou debout en train de jardiner est peut-être justement un répulsif anti-limaces, mais vous ne le savez pas. Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je pourrais faire contre les limaces pour solutionner le problème de limaces dans mon jardin? Et vous êtes peut-être à portée de main, vous avez ce buisson à côté de vous. Hein, parce que les limaces n'aiment pas toutes les plantes, n'aiment pas tous les buissons. Et comme ça, par exemple, il y a un buisson qui est très courant, hein, c'est le laurier palmatum et le laurier cerise, qui est très répulsif contre les limaces. Très peu de gens connaissent cette application. Et par exemple, il suffit quand vous plantez une salade, un potimarron, des plantes sensibles aux limaces, de mettre quelques feuilles en petits morceaux autour de la plante et vous verrez, ça marche en général très bien pour repousser les limaces, au moins un jour ou quelques jours même. Donc, c'est très efficace. Ça fait maintenant quelques années que j'en parle. Et donc, moi, j'ai pas inventé ça. J'ai appris ça par un maraîcher qui était venu aussi à mon stage et qui a découvert, c'est un peu par hasard. Et ça montre aussi que par l'observation de la nature, on peut énormément découvrir, hein, par l'observation fine avec un œil neuf, une conscience nouvelle, on va dire, on érase notre disque dur et on observe la nature d'un œil neuf. Et là, on peut découvrir énormément de choses. Et donc, ce maraîcher, il avait simplement broyé des branches de ses buissons pour faire ses buts, hein, faire couvrir le sol. Et il a remarqué que à des endroits, les limaces y partaient. Et il a remarqué que ça correspondait au feuillage et au branchage de ce buisson. Hein. Et après, il a fait des petits tests et ça s'est confirmé que les limaces ne supportent pas cette plante. Et je suis sûr qu'il y a d'autres plantes comme ça.
Ben, un exemple, hein, on peut après imaginer un tas d'applications. On pourrait peut-être même faire une fermentation de cette plante dans de l'eau et après arroser ces plantes sensibles aux limaces avec pour repousser les limaces quand on les plante. Souvent, c'est à la transplantation hein, qui sont très appétissants pour les limaces parce qu'il y a une baisse de vitalité surtout. Une fois que la plante est de nouveau assez forte, en général, les limaces ne les embêtent plus tellement. Ah, bonsoir Hervé, bonsoir Andrea, bonsoir Béatrice. Ouais, Andrea, il est infatigable. Hein. Presque chaque jour, on reçoit des témoignages de sa part, de son jardin, de ses expériences. C'est magnifique. Ben, je te salue très fort, Andrea, pour tout ce que tu fais pour l'électroculture. Hein. C'est impressionnant. Mm. Donc voilà, on a parlé de synchronicité systématique. On a parlé des limaces, hein, de l'exemple des limaces, et qu'il y a des solutions partout à portée de main, et ça vaut pour beaucoup, beaucoup d'applications, hein, ça vaut pour énormément d'applications. Hein. Alors, beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre comme ça. Hein. Voilà, voilà. Encore une autre. Donc là, je vais essayer de limiter comme je vous ai dit, à 1 heure, hein, comme j'ai écrit. Ça va peut-être déborder, mais je vais quand même essayer de limiter à 1 heure. Hein. Ah oui, donc les dates de rencontre électroculture, ça commence un peu à se préciser. L'idée serait de faire des rencontres, on va dire des amis de l'électroculture, de ceux qui s'y intéressent pour partager nos expériences, nos projets, nos idées, et se rencontrer simplement, faire un barbecue ensemble, simplement passer du bon temps ensemble entre passionnés d'électroculture. Et l'idée serait de faire ça donc chez moi déjà début août. Sera le premier week-end ou le deuxième week-end de août. Hein, donc, ça va se préciser dans les prochains jours, je vais décider. Et alors, peut-être aussi, Andrea a aussi proposé de peut-être organiser quelque chose en Italie. Donc, on peut peut-être, s'il est d'accord, prévoir une date aussi. Donc, moi, je vais en Italie voir Andrea fin juillet. Donc, pour animer un stage, on pourrait imaginer de faire ça en même temps, un jour ou deux avant ou après, ou sinon de faire un autre moment. Hein. Donc, on va en parler, Andrea et les groupes d'Italie, ce qu'on fait. Mais ça peut être sympa de faire à différents endroits en Europe pour peut-être aussi dans le cadre du lancement ou pour réfléchir par rapport à l'association. Hein. Une des idées, c'est de... Après, il y a quelques idées qui circulent, on va dire. Hein. N'hésitez pas à partager vos idées là-dessus, mais on pourrait appeler l'association les Amis de l'électroculture hein, en général, ou ouais, les Amis de l'électroculture, ou l'électroculture... ouais, voilà, il faut réfléchir, mais voilà, il faudrait un titre assez simple, mais aussi assez international, hein, et qui rassemble peu tout le monde, que ce soit les professionnels, les particuliers. C'est vraiment une association qui se veut comme une sorte de plateforme d'échange et de soutien de tous les projets autour de l'électroculture. Hein. Un exemple concret, il y a quelques jours, une étudiante m'a appelé qui est à Bordeaux et qui fait des études d'ingénieur agronome et qui souhaiterait faire des recherches autour de l'électroculture, qui souhaiterait s'investir, à participer, à développer l'électroculture et donc à faire des rapports de recherche ou des stages. Donc, alors, elle cherche des lieux de stage hein, pour que ça puisse cadrer dans son cycle de formation. Des lieux de stage pour faire des expériences autour de l'électroculture et des suivis. Ben, par exemple, des personnes comme ça, si on a une association et qu'on connaît énormément
qu'on a des contacts professionnels agricoles de différents endroits et de chercheurs de différents endroits du monde, ben alors on peut mettre les étudiants qui cherchent des stages en relation avec des professionnels qui cherchent des étudiants qui seraient passionnés du sujet. Hein, donc, ce serait par exemple une action intéressante possible à faire qui permet d'aider au développement de l'électroculture. Et comme ça, il y a un tas d'idées. Hein. Il y a l'idée de créer une bibliothèque virtuelle, donc digitale et aussi papier, hein, autour de l'électroculture pour aider, par exemple, aussi ces étudiants à avancer plus vite dans leurs recherches et aussi les entreprises qui souhaitent mettre de l'électroculture en place. Donc, il y a énormément d'idées pratiques qui peut aider beaucoup de gens. Aussi une plateforme, une sorte de forum, par exemple, pour répondre à toutes les questions, un peu comme sur le groupe Facebook où on partage nos idées, nos expériences et on se répond à l'un à l'autre. Là, pareil, on pourrait créer une plateforme hors Facebook, une sorte de site internet global de partage qui est autonome, indépendant. Je pense que ça, c'est aussi une très bonne idée. Et aussi en multilangue, hein, donc il pourrait y avoir des personnes du monde entier. Donc après, il y aurait un peu des personnes spécialisées dans plusieurs langues. Et donc, ça permet aussi énormément de faciliter la communication entre nos amis russes, chinois, japonais, anglais, américains, brésiliens. Il y en a africains, il y en a dans le monde entier qui se passionnent sur l'électroculture. Hein. Donc voilà, voilà. Ah, bonsoir Patmeuse. Ah, des canards. Bonsoir Thérèse, bonsoir. Il y a Patmeuse, il apporte l'idée de mettre une feuille de laurier dans le trou de plantation de la saladre contre le fil de fer. Ouais, ça peut être une idée. Peut-être que quand on met dans le trou de plantation, ça, quelque part, ouais, ça peut être intéressant, peut-être. Peut-être les odeurs, parce que c'est vraiment un effet répulsif hein, sur les limaces, donc peut-être que ça peut être intéressant. Parce que j'ai remarqué quand on met des feuilles de laurier autour de la plante, une fois que s'il fait très beau et que ça sèche plus vite, on va dire, alors une fois que c'est bien sec, ça n'a plus tellement l'action. C'est quand ça reste humide, j'ai l'impression. Donc après, c'est des pistes, hein, mais imaginez, même pour l'agriculture conventionnelle, c'est intéressant cette idée parce qu'il pourrait faire peut-être des solutions à pulvériser contre les limaces. Il pourrait faire, il y a plein d'applications possibles, imaginables. Après, il faut aussi faire attention à la toxicité. Hein. Le laurier est quand même toxique pour nous aussi. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il n'est pas toxique. Il peut être dangereux aussi pour nous. Il faut faire attention. On ne sait pas. C'est pas comestible pour nous. Hein. Donc, pulvériser sur la salade, il faut faire attention, mais après, il faut voir, peut-être ça se transforme dans des produits qui ne sont pas du tout toxiques, il faut voir, à vérifier. Voilà, il y a un tas d'applications possibles. Bonsoir Roland, bonsoir Alexandre. Ouais, voilà, concept, ouais, les solutions à portée de main, bah oui, c'est aussi un concept de permaculture, mais c'est aussi un concept des chamans d'Amazonie, c'est un concept du monde entier, hein. C'est un concept du bon sens, on va dire, hein, tout simplement, hein. Voilà, voilà. Andrea, c'était bon, seconde, 21 juillet. Ouais. Donc, chez Andrea, il y a un stage qui est prévu autour du 21 juillet en Italie. Hein, donc, tout le monde est le bienvenu aussi. Andrea, lui, proposerait donc une rencontre vers octobre, chez moi, octobre, ok, septembre. Ah, donc septembre, octobre, quelque part. Donc, c'est aussi
une période idéale parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a les récoltes, on a toutes les expériences de toute la saison du printemps, de l'été à partager. Donc, il y a énormément de choses à partager à cette période. Ah ben, il n'y a pas de Meuse. Donc, lui, il va expérimenter là, une idée très intéressante. C'est de faire une peinture naturelle, hein, qu'on appelle la peinture suédoise, avec du basalte, en mélangeant du basalte. Et l'idée, c'est de peindre des tours, des troncs, par exemple un tronc d'arbre, par exemple, pour le soutenir dans son énergie aussi, mais aussi que ça fasse action comme une tour ronde. Donc, si vous avez le tronc d'arbre au lieu qu'il y a du calcaire et tout, ben on met une sorte de peinture au basalte pour l'aider, le protéger et surtout pour stimuler l'effet tout rond, hein, l'effet paramagnétique sur l'arbre. Moi, je pense que ça peut être une très très bonne idée, très intéressante à expérimenter. Et donc, voilà, ben, Patmuse, il est occupé à faire ça. Il va nous en donner des nouvelles, il va nous dire comment il a fait. Maintenant, je dirais, soyez un peu prudent au début, hein, parce que la peinture suédoise, c'est fait avec de l'huile. Il y a une idée qui vient de me traverser, c'est que l'huile, il faut faire attention parce que s'il y a trop d'huile dans le sol, il faut que la peinture soit bien faite, je dirais, ou pas trop déborder sous le sol, je dirais, pour pas asphyxier le sol, on va dire, s'il y a trop d'huile, hein, il faut faire attention, mais je pense que c'est une bonne idée. Allez, disons que l'idée, c'est de mettre du basalte sur les troncs d'arbres et de le coller un peu dessus, donc de créer comme une sorte de peinture ou un gâchis ou quelque chose avec peut-être de l'argile. On peut aussi mélanger de l'argile avec le basalte, mais ça peut-être avec la pluie, ça partirait peut-être plus vite. Ah, il faut expérimenter des choses, hein. Donc très intéressant. Donc Fabienne apporte l'idée l'électroculture partagée. Ouais. Donc, Andrea. Ah ben, il y a Andrea, il dit il y aura aussi un ingénieur, hein, qui va venir au stage, un des stages en juin qu'il anime autour de l'électroculture, hein. Donc, c'est vrai, moi, j'ai aussi déjà eu plusieurs enseignants et même un prof de Luxembourg dans l'agriculture qui étaient venus à mon stage. Disons qu'il y a quand même quelques personnes qui s'y intéressent, mais souvent ils sont quand même prudents dans leur milieu académique, ils sont quand même assez prudents, mais il y a quand même des personnes très très motivées et qui veulent aider à changer quelque chose, hein. Ah, E2E. Ah, Jean-Paul a une idée. E2E. Euro électroculture. Ouais, après l'euro, ça n'a pas la cote, hein, l'euro. Ah, l'euro en ce moment. Faire attention. Eh, mais j'ai trouvé une idée là. Attendez, ouais, c'est un slogan ou un adage écoutez bien, hein, attention, hein. Où l'électroculture passe, les mauvaises nouvelles trépassent et les bonnes nouvelles fusent. Voilà. Ah, donc, hein, où l'électroculture passe, les mauvaises nouvelles trépassent. Donc, que de bonnes nouvelles avec l'électroculture. Ouais, voilà, Jean-Paul dit, il propose chaud aérienne plus basalte plus caséine, mais pas d'huile surtout. Ouais, je pense que l'huile, faut faire très attention avec ça. Ouais, ça peut être une idée, hein, la caséine, hein, pour le côté collant, très intéressant. Et la chaux et le basalte, ça peut être très complémentaire. Maintenant, il faut faire attention que ce soit pas trop alcalin, parce que la chaux, c'est très alcalin, je pense. Le basalte aussi, déjà. Alors, la caséine est peut-être plus acide, je ne sais pas. Il faut que ce soit assez neutre quand même aussi au niveau pH, hein, pour les plantes. Voilà. Donc, je regarde.
Ah ben Jean-Paul, il connaît bien le sujet parce qu'il dit j'ai fabriqué des peintures dans mon usine durant 15 ans. Donc voilà, mais si tu as un conseil à avoir de peinture, je pense que là, il a peut-être de bons conseils aussi. Hein. Donc ça, c'est intéressant, Jean-Paul. On en découvre tous les jours sur toi. Ah, très intéressant. Hein, donc c'est ça aussi la force hein, du réseau. Hein, c'est on a tous des compétences et on peut énormément s'entraider et découvrir. Et ce serait un peu comme si on est un centre de recherche, mais sans être un centre de recherche dans le sens qu'on a un tas de compétences qu'on met en commun pour un but commun. Hein, le développement de l'électroculture et des solutions pour nos jardins et l'agriculture en général. Et il n'y a pas besoin d'être financé, d'avoir beaucoup d'argent. On peut, en mettant des choses en commun, on peut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Hein, voilà, c'est ça la force. Et c'est comme ça que l'électroculture, d'ailleurs, s'est développée là depuis le début hein, aussi. Hein. Ouais, donc la cassine, c'est un lion. Hein, donc il dit voilà. Alors, bonsoir depuis le Cameroun de Fabrice. Hein, donc très intéressant aussi. Fabrice au Cameroun, très motivé. Ça fait des années aussi qu'il me suit et qu'on est en relation pour participer à développer aussi cette technique d'électroculture en Afrique et au Cameroun. Hein. Ah, mais moi, je pense que la simplicité, comme par exemple juste de l'argile mélangée au basalte, ah, ça va peut-être se délaver avec la pluie, mais quand même, ça peut, je pense que ça peut être déjà une très bonne approche toute simple avec les matériaux du bord qu'on a à proximité. Hein. Voilà, voilà. Ouais, comme Pat Music, centre de recherche open source, ouais, exactement. Hein, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, après, les témoignages. Ah ben, vous avez vu, hein, il y a eu beaucoup de témoignages là sur le groupe Facebook de nouveau, hein, et au téléphone et par email aussi, j'en reçois régulièrement et je vous en remercie. C'est important de partager les témoignages parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein, c'est vraiment ne laissez pas dormir vos témoignages, vos plantes. Prenez des photos, partagez. Maintenant, c'est facile avec la technologie actuelle. On partage. C'est tout à fait autorisé, hein, encouragé même. Donc, et on apprend énormément. Un exemple. Hein. Donc là, il y avait un gars, je me rappelle plus de son prénom, nom, c'est un nouveau venu dans le groupe Facebook. Là. Il a mis une photo d'un olivier qui était vraiment mourant, qui était en très mauvais état. Et il a mis un circuit Lakowski. Et l'année d'après, donc l'année où il a mis le circuit Lakowski, on voit l'olivier, mais impressionnant, toutes les nouvelles feuilles qu'il a fait, il est vraiment revenu à la vie. C'est un olivier, on aurait dit, on va le couper parce que là, il est vraiment moche comme tout, en train de mourir, on sait plus quoi faire. Et il a carrément ramené à la vie avec un circuit Lakowski. Donc, c'est quand même impressionnant. Et après, il a fait encore d'autres expériences. Ah, je sais pas si c'est le même personne, mais je dis vraiment un grand merci à cette personne qui a partagé ces témoignages hein, qu'on trouve sur le groupe. Il a par exemple épandu quelques coquillages à quelques coquilles d'escargot dans son gazon. Et un peu plus tard, on voit bien que le gazon autour de ces coquilles d'escargot sont nettement plus haut. Hein, le gazon est nettement plus haut que l'herbe à côté. Ah ben là, je viens de voir que vous voyez, là, ma main, c'est la gauche. Hein, et je vois qu'à l'image, il me montre la droite. Ça, c'est typique PC, ça monte tout à l'envers. Mais je ne sais pas chez vous. Hein, voilà. Voilà, donc le gazon est nettement plus haut que le gazon à côté. Donc autour des coquilles d'escargot, donc c'est encore une preuve de l'effet du coquille d'escargot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste contre la coquille que l'herbe est plus haute, c'est partout, on va dire. Il y a un peu de coquille un peu partout, comme ça, sur 1 mètre carré, je dirais. Et après, on voit que l'herbe partout est plus haut. Donc, ça montre que l'effet n'est même pas local, que ça nourrit, on va dire, comme la terre dans toute une zone. Ça, c'est très, très intéressant.
Euh, voilà, voilà. Et c'est marrant parce que là, bah, dans le stage, d'ailleurs, je vais lui partager l'idée. Il y a un agriculteur qui, son métier, c'est de cultiver du safran. Hein, donc, c'est des sortes de crocus qui font les pistils et ils récoltent ça. Hein, donc, comme épice, le safran, ça coûte très cher, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi à faire. Et lui, il fait du safran en biodynamie, bio. Il veut vraiment faire au mieux qu'il peut au niveau qualité et au niveau énergétique et au niveau bio. Ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'il y a aussi des safrans qui se cultivent en hors-sol, hydroponie, tout ça. Mais naturellement, ça, on n'a pas trop envie. On veut quand même que ce soit plus naturel possible, le plus en contact de la terre. Je trouve ça quand même important, si on peut. Et, euh, et en même temps, parallèle, il fait l'élevage d'escargots. Hein, vous voyez? Et peut-être qu'il cherche des solutions avec l'électroculture, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et comme on dit, parfois les solutions sont à portée de main, hein, parfois quasiment toujours. Donc peut-être qu'il suffit pour lui de récupérer ces coquilles d'escargots et de les éparpiller sur le champ où il cultive où il cultive les crocus. Donc demain, je lui partage l'idée et peut-être que cet automne, on aura déjà des résultats parce que c'est la culture de crocus. Il m'a expliqué un peu. Il m'a expliqué. Ça, c'est un témoignage très intéressant. Il a vraiment observé finement la réaction des crocus par rapport aux orages. Et il a dit souvent, les crocus, euh, ils, ils sont initiés, les bulbes commencent à faire des racines et à induire la floraison fin de l'été. Et après, ça fleurit, je pense, en automne. Hein. Ça fleurit en automne et toute la saison se fait dans cette période-là. Hein. C'est vraiment très important. Et c'est vraiment quand il y a des pluies de fin d'été, d'orage, c'est là qu'il y a des bonnes récoltes de safran. S'il n'y a pas ça, là, l'année passée, par exemple, il y avait la sécheresse, tout ça, mais il n'y avait quasiment pas d'orage fin d'été et du coup, il a eu une très mauvaise récolte. Mais les autres années où il a eu des pluies d'orage fin d'été, là, il a eu de très bonnes récoltes. Donc, c'est très intéressant ça parce que c'est de nouveau un effet électroculture. Hein, c'est de nouveau un effet, on voit que le côté électrique de l'eau ou la dynamisation de l'eau semble très important pour la qualité du safran et des crocus. Hein, donc, très intéressant. Et donc, peut-être que dans cette logique, l'histoire des escargots, il a aussi remarqué que quand il y a un orage, là, les escargots, il y a une pluie d'orage, là, les escargots, ils sont nerveux, ils sortent partout, ils sortent de partout, ils sont hyper actifs. Et aussi, il faut beaucoup, il faut beaucoup de petits à ce moment-là. Il faut beaucoup l'amour, on va dire. Quand c'est une pluie d'orage, c'est la fête. Pour les escargots. Hein, donc, oui, je vous annonce aussi quelque chose, hein, un grand changement dans les prochains temps. C'est un petit changement pour vous, un tout petit, vraiment, mais minuscule, c'est un changement d'1 millimètre peut-être, 2 millimètres peut-être, mais pour moi, c'est un grand changement, c'est que mes dents, vous voyez, tu vois, un peu cassées là devant, et le dentiste va réparer ça bientôt. Vous y attendez à autre chose, hein? Ben voilà, c'est une petite blague. Voilà, voilà. Mais c'est quand j'étais petit, je suis tombé par terre, les dents par terre, les dents contre les poteaux, et voilà, ça fait des dégâts à la vie un peu. Hein. Ça arrive. Mais ça avait quand même tenu longtemps, je dois dire. Hein. Ça a tenu très longtemps même. Mais c'est intéressant aussi la symbolique des dents. Hein. C'est très intéressant. Mais voilà, c'est un autre sujet. Maintenant, je voulais aussi récapituler des infos. Ah oui, par rapport à l'énergie cosmique et tellurique, par rapport aux travaux d'Higina et aux travaux en général autour de ces notions-là, parce que il y a souvent des questions à expliquer quel est le principe de la spirale ou de l'escargot. On va revenir là-dessus. Est-ce que j'ai une spirale là? Voilà.
Ouais, donc là, j'ai commencé à envoyer les cônes. Hein, il y en a déjà plusieurs qui l'ont reçu. Donc, c'est disponible. J'ai mis sur le site hein, les frais. Je le vends quasiment à prix coûtant. Pour le moment, c'est sur le site. Donc, si vous en voulez, tous ceux qui ont réservé, il y a certains amis où je vous l'ai offert gracieusement, mais pour les autres, hein, je ne peux pas offrir au monde entier. Donc pour les autres, c'est au prix d'achat que vous trouvez sur le site, c'est environ 30 € pour l'instant. Mais donc voilà, ça c'est le cône avec quoi on peut faire les spirales. Ah, donc ça c'est une petite spirale, mais bientôt, on aura le plan. Ah, on l'a déjà, hein, je peux vous l'envoyer. Le plan pour faire des petits cônes aussi. Donc là, ça c'est pour le cône classique, taille classique. Et on a le plan maintenant grâce à un Italien qui fait ça et à Andrea qui nous aide aussi pour faire de petits cônes. Très intéressant. Et donc, l'histoire des énergies cosmiques et telluriques selon la théorie de Higuina, ou ce que j'en ai compris, hein, mais ça rejoint ce que j'en ai compris. C'est un exemple, les escargots, vous voyez. C'est toujours en cône comme ça, et ça tourne toujours en sens horaire. En sens horaire depuis le centre vers l'extérieur. Et l'énergie est véhiculée toujours dans le sens de déplacement. Il tourne toujours en sens horaire. Dans la nature, c'est comme ça. En général, partout. Dans l'électricité générée artificiellement, par exemple, par des générateurs électriques artificiels humains, créés par l'humain, là, parfois l'électricité tourne en sens anti-horaire aussi, et horaire. Et ça crée des stress pour la vie, c'est pas tellement bon. Ça crée il y a des gens sensibles ou des électrosensibles qui vont avoir qui ont des problèmes avec ça. Mais là, donc quand ça tourne en sens horaire, donc l'énergie du ciel arrive du ciel vers la Terre en tournant en sens horaire. Et au centre de la Terre, il repart vers le cosmos, vers le Soleil. Selon Higuina, c'est l'énergie du Soleil qui va vers le centre de la Terre et de la Terre de nouveau vers le Soleil. Au niveau du centre de la Terre, c'est comme s'il est réfléchi et il est renvoyé vers le cosmos en tournant en sens horaire aussi. Donc, si vous voyez tourner comme ça, c'est que l'énergie monte. Si vous voyez tourner comme ça, c'est que l'énergie descend. Et donc, le cône permet de faire ces spirales-là. Et c'est comme si c'est une énergie qui traverse tout, qui est tellement subtile, puissante, fin, qui traverse tout. Et une spirale, comme ça, hein, donc qu'on fait avec un cône, c'est comme s'il va capter cette énergie à la pointe et c'est comme s'il va le ralentir. Il va le ralentir. Imaginons, il arrive très vite dans la pointe et il va le ralentir. Et donc après, il devient, on va dire, il rentre dans la dimension du physique. Hein, on va dire cette énergie subtile, puissante, devient un électron, une matière, hein, ou entre l'invisible et le visible. Hein, donc l'électricité, on va appeler ça. Et donc là, il y a l'énergie qui sort à l'extrémité. Et ça, vous pouvez planter au pied d'une plante, par exemple. Et ça, si on met dans ce sens-là, ça va augmenter plutôt les énergies cosmiques. Donc ça peut être la floraison, la montée en graines ou en fleurs, et des choses comme ça, ou en longueur, la taille. Si on le met comme ça va plutôt stimuler les énergies telluriques. Hein, donc le côté nain, le côté robuste, le côté tellurique, hein, le côté. Donc, mais en réalité, pour une croissance équilibrée, il faut les deux. Hein, donc il faut les deux. Et donc ce qu'on peut faire, une expérience à faire, c'est de mettre sur une tige les deux spirales, hein, deux grandes hein, ou deux petites. Voilà, ici maintenant à portée de main, j'en ai que les deux là. De mettre deux spirales sur une tige conductrice, donc de dénuder les bouts, ce que moi je fais intuitivement, je pense que c'est mieux, mais voilà. On peut aussi faire ça. Là, c'est un fil de cuivre, mais on peut faire ça en fil d'aluminium. Hein. Luigi Ghina faisait ça en fil d'aluminium. Après, Luigi Ghina apportait aussi beaucoup d'importance aux couleurs. Ça peut aussi influencer énormément. Hein. Donc, il mettait
L'un en bleu et l'autre en jaune, mais après je ne me rappelle plus exactement lequel. Mais l'énergie du soleil qui vient serait plutôt jaune et l'énergie de la Terre bleue, hein, dans la logique Luigi Higuina. Que moi, dans le passé, sans connaître Higuina, moi je parlais de l'énergie rouge de la Terre, hein, du rouge, de la couleur de certaines terres aussi, et du ciel qui est bleu. Et je parlais du bleu du ciel. Hein, donc c'est encore une autre logique, mais j'avais aussi certains résultats avec cette logique. Hein, donc euh, voilà. Euh, et après, les deux, ça amplifie comme ça les deux énergies qui créent la matière. Donc, le jaune du soleil, le bleu de la Terre, parce que la Terre, depuis l'espace, on la voit comme bleue, et le soleil, on la voit comme jaune. Le bleu et le jaune ensemble, ça fait quoi? Ça fait du vert. La verdure, la fertilité, les plantes, la vie, hein, vous voyez. Donc, le vert, c'est la fusion entre le bleu et le jaune. Comme je disais pour rire, hein, on trouve ça un peu dans beaucoup de domaines. Hein. Il suffit d'aller aux Champs-Élysées, vous avez les bleus contre les jaunes, hein, tous les samedis. Voilà, c'est une petite blague à part. Après, c'est pas tellement rigolo ce qui se passe en France, mais euh, c'est aussi un peu d'une certaine façon une histoire d'équilibre. Voilà, voilà. Donc, il y a les énergies cosmiques, les énergies de la Terre qui fusionnent. Et il faut un équilibre entre ces deux énergies, une harmonie entre ces deux énergies aussi. Hein, et ça stimule la vie. Et donc, tout est antenne quelque part. Une plante est une antenne, un animal est une antenne, nous, on est des antennes. Voilà, voilà. Donc. Et même que, ah oui, pour revenir à Higuina, il arrivait à carrément créer de l'électricité, énergie libre, avec plein de spirales, des systèmes avec plein de spirales qui collectaient cette énergie. Après, il récupérait des électrons, il avait de l'électricité. Hein. Donc, on revient de nouveau à l'histoire de la fusion de ces deux énergies et de l'électricité comme médium entre l'invisible et le visible. Hein, c'est assez intéressant d'ailleurs. Voilà, voilà. On retrouve ça aussi dans les pyramides, dans les antennes. Toutes ces énergies électriques, ils circulent toujours en spirale, hein, en vortex. On retrouve ça partout. Même une plante pousse en spirale. Hein. Quand on regarde la position des feuilles, des fleurs, on trouve ce phénomène partout, partout, partout. Ouais. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, par rapport à tout ce qui se passe là en France, je disais un peu pour rire, mais c'est pour faire des actions symboliques. Je réfléchis parfois à des actions symboliques qui peuvent changer des mentalités ou changer le cours des choses. Hein. Et j'avais une idée qui m'est venue. Hein. Après, ça vaut ce que ça vaut peut-être rien du tout aussi, hein, mais je vais d'abord boire un petit coup. Donc ça, c'est pour la santé, le kéfir et la vitalité. Et après, pour la bonne humeur, un petit verre de Riesling d'Alsace. Vous voyez le jaune du soleil. Après, il y a le bleu de la terre hein, en dessous. Et le vert. Hein, donc ça, c'est le manche. Hein, et ça rejoint notre live. Des recherches sur la pratique de Agni-Hotra, la technique ancienne indienne, où il est dit que quand le soleil touche l'horizon, le soleil jaune touche l'horizon, imaginez sur la mer, sur l'océan Atlantique, hein, le bleu de la mer, ou de l'océan, quand il touche l'horizon, il y a un rayon vert qui apparaît. Et ça, c'est un phénomène mesurable qui a été observé aussi scientifiquement et qu'on peut aussi observer soi-même. Quand on a de la chance et qu'on est exactement au bon moment, qu'on prend la photo au bon moment, c'est une fraction de seconde, il y a un rayon vert qui apparaît. Hein. Donc, on retrouve de nouveau comme quoi toutes ces informations sont déjà là devant nous dans la nature. Donc, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Je regarde vos commentaires. Ah, je pourrais pas tout lire là. Euh, ouais. Andrea fait beaucoup d'expériences autour des couleurs, très intéressant. Ses posts, on découvre là énormément de choses sur les antennes en différentes couleurs, hein. C'est clair que il y a des couleurs qui sont bien plus optimum que d'autres, hein. Ça, c'est de nos expériences, là, le montre, hein, de nos partages d'expériences. Donc, je pense que les prochains temps, on va découvrir encore énormément de choses. Voilà, voilà. Donc, je lis encore. Ouais, j'ai eu la chance. Ah ben voilà, il y a Gildas Simon qui dit: j'ai eu la chance de voir ce rayon vert, mais sans jamais avoir de quoi prendre en photo. Ah ben voilà, encore un témoignage vivant. C'est encore mieux qu'une photo. Ce que tu dis là, c'est vraiment ton témoignage. Et ça vaut de l'or, hein, c'est au rayon vert que tu as vu, hein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Merci Gildas. Ah, ben, il y a Philippe qui dit une bonne bière belge avant d'aller se coucher. Non. Moi c'est bon. J'aime bien la bière, mais la bière, j'aime bien quand il fait bien chaud après une journée de travail dehors. Ouais, ça, j'aime bien. Une bonne bière. Mais voilà. On profite de la vie, hein. Euh, pour revenir où est-ce que j'en étais? Live. Oui, de l'eau. L'eau. Alors, on parlait de l'eau. Donc, pour l'eau, donc là, je voulais vous en parler parce qu'il y a souvent aussi des questions autour de ça. Et pour vous dire, ben moi, dans le passé, je vais vous montrer ça aussi un peu anecdotique. Ça, c'est une thèse de fin d'études d'un qui est devenu ingénieur agronome, hein. Julien Brissier, hein. Département agriculture et espace, option agronomie, production végétale, septembre 2005. Étude d'un traitement électromagnétique de l'eau d'irrigation pour des cultures maraîchères et horticoles et analyse économique d'un tel procédé. Donc, lui, il a testé, donc c'est son mémoire, et vous voyez là les logos. ITAB, c'est l'Institut technique d'agriculture biologique. ENITA de Clermont-Ferrand, c'est l'école où il étudiait. Et ça, c'est le logo de mon entreprise, SARL, dans le passé, c'était entre 2003, je pense, 2007, quelque chose comme ça. J'avais ce logo de ma société Ecosonic qui s'occupait de tout ça. Et donc, j'ai financé, pas que moi, j'avais des actionnaires, des amis dans Ecosonic aussi, et j'avais financé cet étudiant, je l'avais aidé un peu pour faire ses mesures, ses recherches dans le cadre de ses études. Et c'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Donc, il y a énormément de références aussi très intéressantes. Ben, ça, c'était un document que je devrais mettre en PDF s'il est d'accord pour diffuser, hein, parce qu'il est très intéressant. Mais donc là, on a fait des traitements électromagnétiques de l'eau d'irrigation en maraîchage et horticulture. Et par les recherches, attendez, je vais essayer de trouver un graphique comme ça au hasard. Ah ben là, par exemple, on voit bien, hein, ouais, ok, excusez-moi. Les photos, c'est pas toujours évident, mais quand même. Ouais, je sais pas si on verra pas bien à l'image, mais disons que ah ben là, on voit, il y a un côté où c'est plus morose, où les pans, où les feuilles sont plus flétries ou plus pendouillards, on va dire, et l'autre où les feuilles sont plus rayonnantes, plus fermes. Ben, vous devinez bien que où les concombres, ça c'était une culture de concombre, ben, où les feuilles étaient plus rayonnantes et plus fermes, ben, c'était la culture traitée avec l'eau traitée électromagnétiquement, hein.
que comparé aux cultures non traitées. Hein. Donc, il a fait un tas de tests de conservation, de qualité, de croissance et globalement, naturellement, les plantes avec l'eau traitée électromagnétiquement, ils poussaient mieux. Voilà. Après, vous voyez l'étable là. Hein. Voilà, parce que parfois, on nous dit il suffit de... J'ai même financé une fois une recherche officielle comme ça. Je pense que ça m'avait coûté 1500 € ou plus pour faire une petite recherche. C'était au GRAB, Groupement de recherche d'agriculture biologique, et on nous dit souvent la croyance populaire, faut financer une recherche, faut faire quelque chose, et après ça marche, et après il faut diffuser l'information. Je dirais non. Pour vous dire, ceux qui ont suivi mes recherches, après, ils n'ont rien diffusé du tout. Hein. Rien. Même que ça a très bien marché. Hein, parce que ça ne cadre pas dans leur politique. Dans ce temps-là, les techniciennes, ils n'y croyaient pas, même qu'on leur montrait les résultats, même que c'était mesuré, même qu'ils étaient payés. Hein. Non, ils préfèrent quand même promouvoir leurs techniques autres avec leurs produits biochimiques ou n'importe, mais qui cadrent plus dans leurs croyances. Donc, vous voyez que il suffit pas de montrer des résultats pour qu'une recherche se diffuse. Et c'est pour ça qu'il faut organiser ça soi-même, entre nous, et diffuser nous-mêmes, tout faire ça comme ça dans le réseau, avec les bonnes volontés. Mais il ne faut pas essayer de travailler avec des mauvaises volontés, parce que là, on perd son temps et son énergie. Hein. Donc, j'ai fait l'expérience comme ça. Et ce qui est marrant, oui, Julien Brissier, là, vous savez ce qu'il est devenu après. Il était très... j'ai beaucoup d'estime pour lui, beaucoup de reconnaissance pour tout son travail, et je l'estime beaucoup pour tout ce qu'il a fait, et encore aujourd'hui. Mais après, vous voyez, il était déjà assez spirituel, assez branché. Il est devenu curé. Il est devenu un religieux, on va dire. Il a fait après des formations, des études de religion, et des choses comme ça. Et il est devenu religieux. Donc après, voilà, ça m'a pas. Je veux bien amener plus de spiritualité à l'agriculture, c'est le but quelque part, mais voilà, lui, il a été, il a compris ça très vite, on dirait, d'une certaine façon. Mais voilà, lui, c'est vraiment quelqu'un de très branché, au-delà de la religion qu'il a choisie. C'est quelqu'un de très bien, et il sera sûrement de bons conseils à tout le monde qui rencontre pour les problèmes, pour les questions spirituelles, on va dire. Voilà. Donc, mais il y a aussi d'autres recherches. Ça, c'est une thèse parmi d'autres, ou un mémoire parmi d'autres. Il y a par exemple, ça c'est encore une autre mémoire en 2003, où ils ont aussi fait une recherche. Ça, c'est à l'école de Lullier, près de Genève, école d'ingénieurs HESSO de Changin et Lullier. Et donc là aussi, ils ont fait des mesures de l'eau traitée électromagnétiquement dans des cultures de tomates. Et donc, qu'est-ce qui en est ressorti de toutes ces recherches au niveau agricole, au niveau du traitement de l'eau d'irrigation? Ce qui en est ressorti, j'ai toute une phare d'articles scientifiques là-dessus, c'est que pour que ça marche bien, pour qu'on voit des différences, il faut déjà que l'eau de départ soit, vous allez peut-être penser, très bonne, ou non, très mauvaise, parce que sinon on ne peut pas l'améliorer. Si elle est déjà très bonne, comment on va l'améliorer? C'est qu'elle est déjà très bonne. Si on prend une eau de rivière, très peu calcaire, très dynamisée, là, on aura très peu d'effet parce qu'elle est déjà très bien. Mais si on prend une eau de forage ou du réseau, souvent beaucoup d'agriculteurs irriguent
avec de l'eau qu'on leur donne, et donc l'eau qu'on leur vend pas cher. Donc c'est souvent de l'eau où qu'ils ont accès, c'est de l'eau de forage, parfois même un peu polluée par des sels ou des carbonates de calcium et parfois de l'eau polluée avec des produits chimiques ou des résidus de pesticides, etc., qui posent des problèmes. Et là, quand on a une eau de très mauvaise qualité, le fait de la traiter électromagnétiquement parlant, de la dynamiser d'une certaine façon, ça améliore énormément ses caractéristiques physiques et son côté propice pour la vie ou stimulant pour la vie. Et ça peut faire des grandes différences au niveau des cultures, même avec des simpléments. Et on avait remarqué que, à ce qu'on a appris, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un peu de silice dans l'eau, un petit peu de silice. Mais même des infimes quantités, mais il fallait toujours un peu de silice. Par exemple, par rapport au calcaire, s'il n'y a pas de silice dedans, ça fonctionne pas, ou très peu. Je parle du traitement électromagnétique de l'eau, je parle pas d'autres techniques de dynamisation, je parle là de cette application bien particulière. Et dans les zones où il y a beaucoup de calcaire, comme beaucoup de zones en France, la plupart des zones en France, l'eau potable ou l'eau des réseaux est très calcaire. Là, il y a des gros problèmes agricoles avec cette eau-là, des gros problèmes. Ils ne sont pas forcément au courant, mais il y a déjà techniquement les buses, des asperceurs, des gouttes à gouttes qui se bouchent à cause des carbonates de calcium. Ça crée du calcite, des croûtes comme ça. Justement, je frottais mon nez, je parlais des croûtes. Mais c'est même pas exprès. Mais disons que le calcite, ça fait des croûtes et ça bouche les tuyauteries, ça crée beaucoup de dépenses d'entretien des circuits d'irrigation. Le fait de traiter l'eau électromagnétiquement, ça fait que les carbonates de calcium vont se floculer autour des noyaux de silicium et ils vont se cristalliser sous forme de aragonite. C'est une autre structure cristalline qui reste plus en forme, en suspension dans l'eau, comme une poudre neutre qui ne va plus calcifier ou qui ne va plus comme ça créer des croûtes. Parce que pareil, ça crée des croûtes dans le sol comme ça aussi. Imaginez quand vous arrosez vos plantes d'appartement ou en pot et que c'est de l'eau très calcaire, à la longue, vous voyez comme une croûte blanche, un peu beige se former à surface et le sol devient comme ça sec, dur. Ça, c'est à cause de cette eau de très mauvaise qualité. Si l'eau est de bien bonne qualité, dynamisée, alors le sol, la terre reste aérée, reste hydratée, vous voyez, ça stimule la vie, les micro-organismes dans le sol, alors que cette eau qui fait des croûtes, ça fait l'inverse, ça tue les micro-organismes, ça asphyxie, vous voyez, ça fait pas du bien. Et rien que le fait de traiter électromagnétiquement, ça consomme quasiment pas d'électricité, presque rien, ça fait des grandes différences. Donc, c'est quelque chose qui est applicable dans énormément de domaines de l'agriculture. Les plantes font aussi beaucoup plus de racines. Ça va aussi dans le sens d'essayer de refaire de l'eau d'orage. Après, on est encore loin de ça avec cette technique, mais c'est un début. Ça crée plus de racines aussi au niveau des plantes. Ils sont plus résistants, ils poussent mieux, meilleure croissance, meilleure santé, ça, à tous les niveaux. Ils réduisent la consommation d'engrais, de pesticides. Donc, à tous les niveaux, ça que du positif. Voilà. Et pourquoi j'en parlais? Parce qu'il y a une des questions dans une des pages et commentaires Facebook et sur Internet, c'était, j'avais mis pour rire, il y en avait un, il avait mis une expérience sur la germination de semences avec des spirales et il y avait une coupelle où les semences étaient quasiment mortes, où ça germait très peu et alors ça avait séché, alors je dis, il arrose avec de l'eau sec. Mais c'est rigolo et pas rigolo parce que quand l'eau est très calcaire, c'est comme si l'eau est sec dans le sens, elle va vous passer par-dessus, mais elle vous hydrate pas. Elle rentre pas, elle vous hydrate pas. C'est pareil dans le sol et pour les plantes. Quand vous avez une eau comme ça, c'est comme si,
ben, vous devez utiliser des quantités d'eau, et quand même, ça pousse pas bien, ça hydrate pas, ça crée tous ces problèmes que je viens d'énumérer. Et quand vous la dynamisez, cette eau, elle peut changer complètement et devenir hydratante et perdre tous ses effets négatifs. Hein, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose de très mesurable. Hein, c'est la viscosité de l'eau. Ça se mesure avec des appareils. On mesure aussi par la tension superficielle de l'eau. Et on mesure ça aussi par la solubilité de certains éléments, par la cristallisation des minéraux qu'il y a dedans, qui vont cristalliser différemment, etc. Donc, c'est encore trop peu connu dans l'agriculture et dans nos jardins, et ça peut faire des grandes différences. Voilà, voilà. Donc voilà, je vois que je suis déjà dépassé 1 heure, hein, donc je vais plus faire très longtemps pour cette fois-ci. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, l'idée que je voulais partager dans le mouvement des révoltes politiques qu'il y a en France. Hein. Attention, je vais essayer d'être prudent quand même avec ce que je dis, mais c'est de créer des buts permaculture, hein, mais en prévision. Comment? Ah, vous allez comprendre le lien. C'est de carrément, pourquoi pas, creuser des tombes symboliques. À creuser, donc on fait un trou rectangulaire en long et on dit que c'est pour enterrer l'ancienne classe politique corrompue qu'on veut pas et pour recycler ces déchets politiques. Hein, je dis tic poli, hein, souvent c'est un peu des parasites mais très polis hein, et donc des tiques polis. Hein, et donc les tiques polis, on peut les recycler comme ça hein, et donc en faire des buts de permaculture. Hein. Hein, et après, on les recycle et au moins ça fertilise un petit peu quelque chose. Hein. Au début, on va peut-être cultiver des orties hein, pour fertiliser, les transformer dans des orties fertilisantes, justement. Ça pourrait être bien peut-être. Hein. Mais c'est quand même très grave ce qui se passe en France en ce moment. C'est très, très, très grave. Et je pense que ça peut être une idée symbolique hein, aussi, même sur les ronds-points, les parcs, les lieux symboliques, ça pour faire réfléchir, pour vous dire, hein, dans le passé, il y a eu, il y en a, ils ont mis ils ont fait des actions symboliques et qui ont dérangé énormément, parce que les actions symboliques, nos tics polis, ils utilisent ça tous les jours hein, dans les médias. Ils font des annonces symboliques, ils manipulent les gens par le symbole. Pareil, on peut ouvrir l'esprit des gens par le symbole, les réveiller aussi. Et le fait de faire comme ça, de faire du jardinage, on dit voilà, on va vous aider à planter des fleurs, mais on fait des trous en forme de cercueil, voilà. Et on fait des trous de plantation des fleurs ou de création de buts hein, très symboliques pour réveiller un peu les consciences qui font en finir avec cette ancienne façon de faire le tic poli. Hein, donc, il faut quand même changer ça. Hein. Et maintenant, dans notre état d'esprit, on réfléchit tous les jours, par nos actions, par nos expériences, comment transformer l'agriculture en général par des solutions simples, efficaces, qui peuvent apporter énormément de bien-être et des meilleurs résultats pour tout le monde, hein, pour l'agriculteur lui-même surtout, qui pourra de nouveau vivre de son travail et qui sera de nouveau fier de cultiver des légumes de bonne santé, de plein de vitalité, et qu'on sera aussi fier d'aider. Parce que hein, d'aider à cultiver, parce que quand il y en a énormément de jeunes qui sont prêts à aller dans l'agriculture et qui le font d'ailleurs, mais dans le sens d'augmenter la vitalité des aliments et la qualité des aliments et de partager tous les bienfaits de la nature. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là pour participer à cette œuvre-là. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais vérifier sur la liste que j'avais faite sur la page Facebook autour du programme de ce live, hein, pour que je ne me trompe pas. Donc, où je vais répondre à vos questions.
Y a-t-il une différence entre les fils multibrins et fils pleins pour les antennes? Non, on peut utiliser les deux, hein. Ça fonctionne tous les deux très bien, on dirait, hein, donc pas de souci. J'ai des fils d'aluminium en couleur et j'ai le cône pour les faire. Ah ben voilà, très bien, très bien, très bien. Ouais, Lullier, c'est dans le canton de Genève, oui, donc ça c'est l'école. En Suisse, il y a quand même pas mal de recherches très avancées, très intéressantes aussi dans le bio, hein. Donc en Allemagne aussi, hein, il y a aussi pas mal de recherches très intéressantes. Aux Pays-Bas aussi, par exemple au Louis Bolk Institute, aux Pays-Bas, autour de la biodynamie et de techniques alternatives. Il y a des centres carrément de bio, de recherche agricole bio et de techniques alternatives dans d'autres pays, hein, sauf, on va dire, en France. En France, il y a du bio, il y a aussi de la recherche bio en France, mais ils sont pas très aidés, les pauvres, hein. Sont pas très, très, très aidés, hein. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se font, hein. Il y a quand même des choses qui se font. Et c'est vraiment trop dommage parce que la France était quand même un des leaders dans le domaine et peut le redevenir si elle le veut vraiment. Hein, mais en tout cas, les bonnes volontés sont là, hein. Donc, oui, ça c'est intéressant. Je lis, Andrea dit, la silice transmet surtout l'intention et la spiritualité. La silice, c'est aussi la matière qu'il y a dans les CPU d'ordinateur et ça participe à l'intelligence, on va dire. On va dire à l'intelligence spirituelle. Ouais, je pourrais dire. Ben, ça c'est intéressant parce que quand on travaille avec le magnétisme, on a remarqué, moi je suis pas le seul à avoir remarqué ça, c'est que et donc la silice, comme André a dit, est un vecteur de ça. C'est que quand on travaille avec le magnétisme, et donc là on parlait du traitement magnétique de l'eau, qui marche mieux quand il y a un peu de silice dedans, ben c'est que ça fonctionne mieux quand on y croit ou qu'on fait ça dans des bonnes intentions et qu'on le fait en conscience. Et donc la silice agit probablement comme ça aussi, comme une sorte d'antenne avec ces énergies subtiles de notre conscience, de nos émotions, de notre volonté, de nos intentions. Donc il y a certainement un lien, il y a certainement une relation, ça j'en suis convaincu, hein. Donc merci Andrea de le rappeler parce que ça c'est une réalité et c'est ça, c'est le côté aussi conscience que dans la science officielle qui veut être très rationnelle. Souvent, ils aiment pas trop aller dans cette démarche-là, hein. C'est ça aussi un des problèmes, hein. Bien, parce que tout est fait pour nier cette réalité, hein, mais cette réalité, elle est bien là, sinon on serait pas tous là ensemble à en parler, hein, aussi. Et on le voit bien. Donc, il faut très peu de silice, hein. Même une infime partie de silice, il y a des plantes qui sont riches en silice aussi, il y a des sables fins, il y a la silice, c'est un matériau qui est très courant dans le monde et dans nos jardins, dans les roches. Il y en a de partout de la silice, hein. Ouais, il y a des roches naturellement plus riches en silice que d'autres, hein. Voilà. Ouais, donc comme Séverine dit, une eau très calcaire assèche la peau. Ouais. Mais quand tu la dynamises, tu vois, ça peut déjà aider beaucoup à éviter justement cet assèchement de la peau, hein. Ouais. Non, je dis pas qu'Arascoal dit j'ai pas suivi, il suffit de mettre du sable dans l'eau. Ça me fait rire parce qu'il y a un gars tout à l'heure, il me disait ah, je suis en appartement, comment je pourrais faire de l'électroculture? Alors moi je lui dis tu prends un sac de basalte et tu épands partout. Ah là là. On a rigolé parce que naturellement, il y a des techniques pour tout, hein, mais non, il faut pas mettre comme ça du sable dans l'eau, sinon il faut qu'il soit vraiment très très fin, hein, très très fin, sinon tu auras des problèmes dans tes tuyauteries, hein, ou dans tes robinets qui vont, hein, ça va fuir de partout après. Ah, Faouzan Kakoun veut que je parle de Urzaïd Code. Ouais, je vais voir si je peux en parler.
Arascoal dit ah, l'éthique polie, une poubelle suffit. Ouais, ben il faut quand même recycler ce qu'il y a dans la poubelle et voilà. Après, ça finit quand même d'une manière ou d'une autre dans la nature, donc autant faire peut-être tout de suite des buts de permaculture, je sais pas, mais c'est vrai qu'on peut peut-être en faire du biogaz, je sais pas. L'éthique polie. Ah, mais moi, l'éthique que je trouve sur mon chien, je les écrase, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est réglé. Euh, oui, chez maman, c'est super connu. Ouais, voilà, c'est à la mode. Hein, on voit ça en même temps. On cherche des solutions pour nos tiques polies. En même temps, on nous fait la promotion de compost humain. Ben voilà, on peut qui montre l'exemple. Voilà, voilà. Euh, En tout cas, merci infiniment pour tes lives. C'est vraiment pur plaisir et partage instructif. Ben, merci beaucoup aussi. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais vite voir la liste que j'avais annoncée pour voir que j'oublie pas un point important à partager avec vous. Hein. Donc, donc, je pense que j'ai un peu abordé les différents points. Après, donc voilà, je vais voir encore un petit peu. Vous avez vu la photo du maïs donc, que j'ai mis dans l'annonce du live. Ben, ça, c'est une photo qui a été faite en Bretagne. Et le maïs, il a été traité sous pyramide pendant tout un cycle lunaire. Et en plus, la personne a visualisé une pyramide sur le champ en continu. Ah, non, pas en continu. Tous les jours, elle a visualisé des bonnes intentions pour son maïs. Et elle a visualisé une pyramide en lumière, on va dire, ou en vrai, on va dire, sur son champ en continu. Et elle a eu des résultats impressionnants hein, comparé au champ de maïs conventionnel qu'il y avait autour. C'était vraiment nuit et jour. Et elle a eu vraiment, elle a eu la meilleure récolte qu'elle avait jamais eue de toute sa vie. Donc voilà, ça vous montre l'effet qu'une pyramide peut avoir combiné à notre conscience, à nos croyances, à nos bonnes intentions. Hein. Hein. C'est au-delà de la religion. Hein. Parfois on me dit ah mais est-ce que c'est pas religieux? Ben, c'est nos intentions, c'est vraiment nos énergies, c'est important, notre état d'esprit, très important. Voilà, voilà. Donc j'ai parlé des témoignages récents, d'aide à la guérison. Ah oui, l'appareil Lakowski. Donc, vous avez peut-être vu dans un groupe, j'avais fait un petit film qui est en anglais. C'était un petit film que j'avais fait sur un appareil que j'ai conçu, mais qui est basé sur d'autres appareils qui existaient dans le passé, et de différents inventeurs aussi, dont un inventeur principal en Espagne, qui s'appelle Ramiro, avec qui j'ai travaillé. Et on a travaillé sur ces recherches de Lakowski. Et après, ben, moi, j'ai combiné encore d'autres techniques dedans. Mais voilà, c'est un peu trop long à tout expliquer ça. Mais c'est un appareil qui fonctionne assez bien, dont j'ai eu des très bons résultats. Et j'en parle pas trop en France parce que, comme vous connaissez la situation en France, c'est très délicat au niveau médical. Donc, je préfère en parler avec des étrangers. Mais je peux en parler, mais il faut faire attention à comment on en parle, hein, au langage qu'on utilise par rapport aux lois, pour ne pas s'attirer des problèmes si on n'utilise pas le bon mot dans le bon contexte, parce que tout ce qui est soin à la personne, ben, très réglementé en France hein, et dans d'autres pays aussi. Donc, faut faire attention. Mais on va dire que moi, par exemple, je me suis fait très mal au doigt. Il n'y a pas longtemps, j'ai carrément planté. Hein, j'étais fatigué, j'étais en train de ranger et un soir, et je me suis planté un bout de ferraille dans mon doigt. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit plus grand-chose. Hein. Mais c'était vraiment un bout de ferraille d'un demi-centimètre de large, ou peut-être presque 1 centimètre. Et c'est rentré, ça a presque traversé mon doigt, là. Oh, c'était pas beau à voir. C'était il y a 2 semaines. Et vous voyez, ça a quasiment tout guéri. Hein. Vous voyez? Bon, mon doigt, il est quasiment normal, là.
Au début, je ne savais même pas le plier, rien du tout. Maintenant, je sais nouveau le plier, tout va bien. Et j'ai d'autres personnes dans le groupe qui ont aussi eu des fortes améliorations de leur état de leurs doigts qui avaient été bien emmochés ou coupés ou même quelqu'un qui avait un tendon coupé qui a son doigt qui s'est redressé, etc. Même un autre agriculteur aussi qui avait, avec son sécateur, il s'était fait très mal au doigt aussi. Pareil, les médecins comprenaient pas que ça guérissait aussi vite. Moi, j'ai montré ça à mon dentiste il y a quelques jours. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il en revenait pas. Il dit, ça a bien guéri, dis donc, aussi vite. J'ai utilisé des méthodes naturelles. Pour moi, c'était un peu un défi. Je me dis, si ça m'arrive, c'est que je dois faire quelque chose, c'est que c'est pour que j'apprenne quelque chose aussi. Et j'ai aussi tout de suite j'ai travaillé avec l'homéopathie, l'huile essentielle, mon appareil électromagnétique, inspiré des recherches de Lakowski, de Marcel Violet, de la cire d'abeille, de Wilhelm Reich. Donc c'est un appareil qui crée un arc de haute tension, environ 10-15 000 volts, et après ça émet un tas de fréquences qui sont envoyées sur une bobine. Et cette bobine, ça fait alors un champ magnétique pulsé, on va dire. Et après, cette électricité est aussi envoyée sur un condensateur à cire d'abeille. Et donc, le tout ensemble, sur cette bobine, on retrouve, on va dire, les vibrations, les informations de la cire d'abeille et on retrouve des propriétés de cette électricité qui traverse la cire d'abeille et les effets Lakowski de tout ce large spectre de fréquences assez naturel créé par un arc. Parce que c'est comme un éclair, on imite un peu un éclair, ça crée un large spectre de fréquences. Et d'ailleurs, c'est on va dire pas... faut faire attention aussi avec la réglementation électromagnétique. C'est un appareil, on va dire, expérimental. On va dire c'est comme un électrificateur de clôture. Quand ça fait un arc, vous avez votre téléphone à côté, vous entendez le pchit, pchit, pchit dans le téléphone parce que ça agit par les fréquences à plein de niveaux différents. Mais pour les plantes, c'est très, très efficace. Moi, j'avais bricolé cet appareil au début pour faire des expériences sur les plantes et les semences. Et il y a déjà très longtemps, il y a déjà plus de 15 ans de ça. Et après, j'ai naturellement utilisé sur ma propre santé et aussi avec des amis, etc. Donc je fais ça à titre vraiment expérimental. Il y a déjà plusieurs médecins dans le monde qui sont équipés de cet appareil, dont un médecin au Cameroun, un Canadien installé là-bas. En France, il y en a aussi un. Au Canada, il y en a aussi un. En Angleterre, près de Londres, il y en a aussi un. Donc, il y a déjà quelques appareils pour ceux que ça intéresse. Mais après, ceux qui viennent, je veux bien leur montrer, faire des séances s'ils veulent essayer. Voilà, chacun est fait comme il veut. Pour moi, c'est plutôt à titre expérimental que ça m'intéresse. Ça, si vous voulez tester sur vos semences, plantes, intéressant aussi. Mais on va dire tous ces appareils, quelque part, c'est intéressant, mais quelque part, vous allez dans une pyramide, ça fonctionne très bien aussi. Des effets des pyramides, c'est impressionnant. Vous pouvez agir avec des choses simples, naturelles aussi de façon assez efficace. Ces appareils, c'est une autre approche, mais c'est souvent inspiré des anciennes techniques, comme les bracelets Lakowski. C'est inspiré aussi des bracelets de ce genre qu'on trouve dans le monde entier, dans l'histoire, dans la préhistoire. Donc, c'est pas que Lakowski qui a inventé ça, il s'est inspiré de choses qui existaient. Donc, mais il a apporté un aspect scientifique des recherches en plus dans le domaine.
Bah après, j'ai aussi des gens qui m'ont aidé, qui ont émis des bonnes intentions, hein. J'en ai parlé à certaines personnes d'entre vous d'ailleurs qui, qui, qui m'ont aidé, qui ont envoyé comme une prière, on va dire, pour aider à guérir. Je suis convaincu que c'est un peu tous les éléments ensemble, hein, qui ont aidé à ce que ça guérisse très bien et très vite, hein. Voilà, là c'est quasiment guéri. Je sens tous les jours encore comme du chatouillement, c'est vraiment comme si ça guérit, hein. On sent que ça travaille, que ça évolue et chaque jour c'est un peu mieux, hein. Je suis impressionné même. Ben là, il y a la vieille peau autour qui commence à s'enlever. C'est vraiment, ben mon doigt bientôt il est comme neuf. Donc, blague à part, si vous avez une vieille caisse qui passe plus le contrôle technique, pas grave, je mets dans la machine de claque flambant neuf, hein. Ah là là, pourquoi pas, on sait jamais, hein. Peut-être ça travaille sur l'espace-temps et imaginons qu'on peut reculer le temps, mais sa vieille voiture d'or, hop, elle est nouveau comme neuf, comme quand elle sort du magasin. Ça, ce serait quand même pas mal, hein. Ah ben ouais, Thibaut, il fait aussi, hein, des soins à distance. Il est aussi il a aussi des compétences là-dedans très fort. D'ailleurs, ben oui, merci Thibaut, hein, pour ton offre. Voilà, voilà. Bonsoir, maire de Tahiti, à Tahiti Nuit. Bonsoir Iot, bonsoir Nicolas. Oui, ben voilà, il y a Latine Babascan aussi, ben c'est lui dont je parlais, qui avait aussi eu un gros problème à son doigt lors d'un bricolage. Il s'était scié dans le doigt. Ça aussi, donc avec lui, on a fait 2 ou 3 traitements et ça a vraiment beaucoup aidé. Et lui, il a fait encore une autre chose très naturelle. Ce que moi j'ai mis du chlorure de magnésium aussi très souvent dessus. Et lui, il a mis du miel. Très efficace aussi, hein. Je peux vous dire que ça a guéri. On voit quasiment pas de cicatrices. Ça a vraiment très bien guéri, hein. Donc, vous voyez que dans la nature, il y a vraiment tout, hein. Le miel, la cire d'abeille. Ce que moi, j'ai aussi mis, c'est comment ça s'appelle là, un aussi produit des abeilles. C'est pas le miel, mais le qu'on utilise aussi pour la gorge aussi parfois. Je trouve plus le mot, mais j'ai aussi utilisé un produit des abeilles pour aider à guérir aussi. Voilà, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, on avait parlé le pouvoir hydratant de l'eau, les couleurs, la date des rencontres. Oui, on a parlé de ça. Les débuts de permaculture, antenne type paratonnerre. Ah oui, quelques indications autour des antennes type paratonnerre. Oui, on me demande souvent de donner quelques indications de base claires, nettes, précises, les matériaux à utiliser. En gros, hein, il suffit d'avoir quelques tiges dans le ciel, en hauteur, et après de relier avec un conducteur au sol. Hein, donc ça peut être un fil de fer galvanisé, ça peut être un fil de cuivre, de relier au sol. Et le conducteur en haut, ça peut être des morceaux de fil de fer, de cuivre, de tout ce qu'on veut, tous les matériaux qu'on veut, tous les métaux si on veut. De relier au sol. Et déjà là, vous avez une antenne paratonnerre, hein. Vous avez déjà un effet paratonnerre, un effet de pointe. Et vous verrez déjà des résultats sur les cultures en général autour, hein. Après, il y en a qui ont fait avec des tubes en cuivre, par exemple du fil de fer galvanisé au-dessus, un tube en cuivre. Il y en a qui ont fait avec du fil de fer galvanisé et un fer à béton, par exemple. Ben, ça, c'est ce que moi, je fais en général. Moi, j'utilise des fers à béton. Pourquoi? Parce que c'est facile à trouver, ça coûte pas cher, ça peut être très long, on peut avoir différentes épaisseurs, c'est très solide. Donc, c'est un côté pratique, hein, et ça marche très bien aussi. Et après, au plus haut, en général, au plus haut c'est, au mieux ça fonctionne. Et en général, le rayon d'action correspond environ à la hauteur de l'antenne. Maintenant, ça peut beaucoup varier, ça. Parfois, le rayon d'action peut être beaucoup plus grand, parfois plus petit.
hein. Mais en général, c'est environ l'ordre de grandeur. Si maintenant l'antenne fait 2-3 mètres de haut, ben, il y aura un rayon d'action d'environ 2-3 mètres. Maintenant, il y a plein de petites variantes. Si maintenant on met un grillage autour de l'antenne, alors l'effet sera surtout concentré entre le grillage et l'antenne. Donc si vous mettez un grillage à 1 mètre, 2 mètres autour de l'antenne, ou même 50 cm, ben, l'effet sera plutôt concentré entre le grillage et l'antenne. On remarque aussi que si on met un circuit Lakhovsky autour de l'antenne, c'est comme si ça va aussi amplifier l'effet, ou ça va amener l'effet Lakhovsky ou de ces vibrations aussi sur le champ d'énergie de l'antenne, on va dire. Donc ça peut être très intéressant aussi. On voit ça autour des arbres, on dirait que quand on met... Il faut voir qu'un arbre est comme une antenne type paratonnerre, naturelle, qui va nourrir le sol avec les bonnes énergies électriques de communication entre le ciel et la terre. Après, chaque métal, si on lit un peu les travaux de Christophe Lowe, ben chaque métal correspond à certaines énergies, à certaines planètes, à certaines énergies géobiologiques, on va dire, et ça va attirer certaines caractéristiques propices. Donc, dans ce sens-là, ça peut être intéressant de combiner différents métaux. Christophe Lowe, lui, combinait souvent le fer, le zinc et le cuivre. Donc, ces trois matériaux, le fer, le zinc et le cuivre, dans quasiment toutes ces antennes, on retrouve du fer, du zinc et du cuivre. Donc, c'est, je pense, une très bonne combinaison. Ça correspond, je pense, à la planète Mars, la Terre, le zinc et le cuivre, Vénus. Donc, c'est vraiment, comme on dit, Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et après, on fait des bébés, la fertilité, le zinc, la terre. On peut voir ça comme ça, c'est rigolo, mais c'est peut-être un peu de vrai là-dedans. Le zinc est très important pour la fertilité, d'ailleurs. Donc, ça donne quelques pistes. Après, vous pouvez aussi, quand vous avez une antenne type paratonnerre, vous pouvez relier un fil et faire aller le fil nord-sud vers le nord, et là vous pouvez même aller jusqu'à des centaines de mètres et vous pouvez épandre l'effet de l'antenne jusqu'à des centaines, voire même des kilomètres. Donc là, vous pouvez étendre l'effet de l'antenne sur des grandes distances. Si maintenant vous avez un grillage, vous pouvez faire comme Andrea fait aussi. Vous avez un grillage de votre haie, de votre clôture de maison, autour de votre jardin, s'il est métallique, vous pouvez mettre une antenne reliée à votre grillage, et toutes les plantes près du grillage, contre le grillage, risquent de pousser nettement mieux. Aussi la haie du voisin peut-être, et n'importe, mais ça peut être très intéressant, et on peut comme ça propager. Par exemple, quand vous avez une serre, vous pouvez mettre une antenne paratonnerre à l'extérieur de la serre ou sur la serre. Ça, c'est comme par exemple Raphaël a fait. Il m'a montré des photos très intéressantes. Donc, il a mis une antenne sur sa serre. Ça fait un peu comme une serre chapelle. Ça fait, vous voyez, une chapelle ou une église avec la tour, ça c'est l'antenne, et après la serre, vous voyez, ça fait rigolo. Donc on fait un peu comme des petites chapelles dans son jardin. Et donc, et après vous reliez l'antenne à un grillage. Par exemple, lui, il avait enterré un grillage sous terre dans sa serre, et tous les plantes, ces tomates, ils poussent nettement mieux sur ce grillage. Donc, mais vous pouvez aussi mettre un simple fil de fer, mais ça marche bien avec les grillages des fers à béton. Un exemple, les grillages qu'on fait, qu'on met dans les bétons. Par exemple, moi, chez moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai reconstruit un local? Dans le béton, j'ai mis un fil nord-sud connecté au grillage, et après, j'ai fait sortir ce fil du béton. Et là, j'ai connecté mon antenne magnétique. Et donc, comme ça, je peux même enlever et reconnecter, ou je peux connecter une autre antenne si je veux. Et je peux vous dire que dans ce local, on a vraiment nettement plus d'énergie, on est bien, et ça, Justin Christophe Lowe, il le disait déjà dans certains documents, dans certains écrits qu'on trouve sur lui, sur ses conseils, on trouve ça.
qui conseille de relier ces antennes à des fils enterrés dans les fondations des maisons. Hein, donc, c'est très intéressant. Voilà, je voulais donner là quelques astuces. Après, quand on met des antennes type paratonnerre, donc en hauteur, on peut même faire jusqu'à 6 mètres, 10 mètres, 12 mètres de haut. Hein. Dans un des livres, on voit que quand c'est à 12 mètres de haut, ils ont même mesuré des effets jusqu'à 100 mètres. Donc peut-être que quand c'est très haut, on peut dépasser largement le diamètre de la hauteur de l'antenne, on va dire, en rayon d'action. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Je dirais que ça dépend aussi beaucoup de l'endroit. Si maintenant il y a un fil qui passe au-dessus de l'antenne, un câble électrique, fil téléphonique, ben là, ça ne marchera pas. Alors, hein, beaucoup moins bien, hein, ou pas du tout. Donc ça, il faut éviter. Il faut alors plutôt mettre l'antenne plus loin. Il ne faudrait pas qu'il y ait qu'il y ait une maison ou des arbres hauts du côté sud de l'antenne. S'ils sont du côté nord, c'est pas trop grave. Mais si c'est du côté sud, ça a tendance aussi à limiter fortement, si c'est trop près, on va dire qu'il faut que ce soit éloigné de la distance correspondant à la hauteur de l'arbre, par exemple, on va dire ça, ou de la maison, pour qu'il y ait peut-être plus d'effet. C'est une ordre de grandeur. Hein. Donc, sinon, voilà. Donc, c'est une ordre de grandeur. Donc là, je vous ai donné quelques conseils de base. Je pense que ça peut déjà bien aider. Hein. Donc là, on va bientôt finir pour ce live. Hein. Donc, je lis ce que j'ai oublié. Ah oui, autour des pyramides. Ça, je veux juste finir là-dessus, tiens. Parce que là, je vois qu'on est déjà à 1h41. Je veux quand même faire moins de 2 heures. Hein. Sinon, je ne m'arrête jamais. Autour des pyramides, donc j'ai commencé à lire là le livre. Est-ce que je l'ai là? Ah oui, voilà. Ben, y a un dans le groupe avait montré ce livre. Je ne connaissais pas encore. Et très intéressant aussi. C'est ce livre, donc je me le suis procuré. Hein, donc c'est ce livre. Hein. Donc, il y a à boire, à manger, hein, comme dans tout livre, mais il y a quand même des choses intéressantes qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Un exemple. Donc, il dit, un exemple, ça, la photo, vous voyez la photo, on voit une main et une petite pyramide dans sa main. Et là, les couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez, on retrouve de nouveau là le bleu, le jaune, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait de tenir une pyramide dans sa main, ça énergétise aussi très fort le corps. Hein. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Il parle d'expérience sur de télékinèse, de l'influence de notre esprit sur la matière. Et donc, dans une pyramide, plusieurs personnes, il relate plusieurs témoignages de personnes, dont lui-même, l'auteur même de ce livre, qui arrivent à faire plier des fourchettes, des cuillères dans la pyramide. Ils n'arrivent pas en dehors de la pyramide, mais dans la pyramide, quand ils sont assis dans la pyramide et qu'ils se concentrent sur la cuillère ou la fourchette, ils arrivent à le faire plier. Voilà. Donc, il y a vraiment une notion de perturbation, d'information, d'influence sur l'espace-temps, sur la matière qui agit quand on est dans une pyramide. Il parle aussi, ah oui, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler, il relate aussi d'une expérience avec une pyramide, et après ils rejoignent, ils connectent la pointe de la pyramide, ils mettent cette pyramide par exemple dehors au soleil, et connectent la pointe de la pyramide à un fil, à des plantes qui sont dans le noir. Et les plantes poussent vers dans le noir. Alors, imaginons, on a un fil comme ça qui va jusque dans sa cave ou dans une boîte où vous avez des plantes qui poussent dans le noir. Donc ça, c'est très intéressant à expérimenter. Celui qui arrive à faire ça, à faire pousser, à démontrer qu'on peut faire pousser des plantes vertes dans le noir,
il faudrait faire peut-être des tests germination, ben lui, je lui offre une médaille d'électroculture. Il faut encore que je la conçois, que je réfléchisse à ça, mais là, je vous offre la médaille boussole le Nord électroculture d'honneur, hein, citoyen d'honneur de la planète intergalactique d'électroculture. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une expérience qui me tient beaucoup à cœur, qu'on retrouve aussi par d'autres procédés. C'est d'arriver à faire pousser ou à garder des plantes vertes dans le noir, sans lumière, hein, mais en captant une énergie véhiculée par la lumière à travers, par exemple, la pyramide ou des fils de cuivre. Ça, c'est aussi déjà fait. Par exemple, il y a des expériences de Hieronymus qui en parlent, qui sont reliées après à des pots. Ce qui est important aussi, c'est que ces pots de plantes soient aussi reliés à la Terre. C'est comme s'il y a une circulation d'énergie entre le cosmos et la Terre. Et donc, il ne faut pas juste relier le fil dans le pot et ne pas relier dans la Terre. C'est important de relier aussi le pot à la Terre. Ou si on fait intergermination, il faut que le dessous soit aussi relié à la Terre et le reste, par exemple, à la pyramide. Il faut expérimenter. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai déjà fait une première expérience qui n'a pas réussi. Ce que j'ai fait, j'avais mis des endives à pousser dans le noir. Et d'habitude, quand une endive n'est pas dans l'obscurité totale, s'il y a de la lumière, ben, tout de suite, elle devient verte. Et on ne veut pas une endive verte, on veut qu'elle reste comme ça, blanche, jaune. Et donc, et alors, moi, j'avais mis des fils. Attendez. Désolé. J'avais mis des fils de cuivre, d'or au soleil que j'avais reliés que j'avais relié par un fil que j'avais planté dans le substrat, dans du sable humide où j'avais mis les endives dedans. Mais ça n'a pas marché, mais j'ai pas relié à la terre. C'est peut-être ça mon erreur, je ne sais pas. Mais comme je disais déjà, j'ai rencontré un chercheur en Alsace qui est maintenant à la retraite. Et lui, il avait fait une expérience, il avait acheté une dizaine de pots d'azalées, on va dire, et une 5 pots, il a relié un fil comme ça, des azalées, ça fait des bouquets comme ça de fleurs, c'est comme un petit buisson. Hein. Il a mis ça dans sa cave, et après, je pense 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il a dit qu'à un moment donné, les azalées connectées au fil de cuivre qui étaient exposés à l'extérieur, mais les azalées à l'intérieur dans la cave, dans le noir, ils restaient verts. Et ceux qui n'étaient pas reliés au fil de cuivre, ils sont devenus tout bruns, on va dire tout morts, à cause de manque de lumière. Donc, c'est une expérience à refaire, à expérimenter, et je pense que ça, c'est une expérience qui bousculerait vraiment énormément les consciences autour de l'électroculture. C'est vraiment une expérience symbolique, parce que on est tellement convaincu qu'il y a besoin de la lumière, mais non, c'est pas forcément la lumière comme on la connaît, mais c'est une énergie véhiculée par la lumière. Il faut voir ça comme ça. C'est vraiment la réalité, le monde des apparences n'est pas la réalité d'une certaine. Si c'est une résultante de la réalité, mais la réalité, elle est derrière ça. Elle est invisible. C'est une énergie véhiculée par la lumière. C'est pas la lumière elle-même, hein, forcément. Hein. Voilà, c'est comme l'eau qui hydrate ou qui hydrate pas. Voilà, l'eau, c'est l'eau, mais c'est l'énergie de l'eau aussi. Voilà, vous voyez, c'est pas juste l'eau chimiquement parlant. On n'est pas des robots. Non, c'est une énergie qui est véhiculée aussi. Hein. Voilà. Il y a Latine qui me parlait d'une expérience aussi. C'est d'une personne qu'il avait rencontrée. Il mettait une rose qui était encore fermée sur le buisson. Il mettait dans sa main. Il attendait un petit peu comme ça. Et après, la rose était ouverte. Elle a commencé à fleurir dans sa main par les énergies, en travaillant avec les énergies. Donc, vous voyez, c'est quand même impressionnant, hein, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
On a parlé de beaucoup de sujets différents. Donc là, ben, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bonne journée pour ceux qui m'écoutent la journée. C'est un grand plaisir de vous relire et de vous revoir dans le groupe. Ben, par rapport au livre Urzeit Code et de ces recherches-là, Fawzan, j'en parlerai dans un prochain live. Je vais un peu peut-être préparer ça, ce sera encore plus intéressant. Mais c'est naturellement très très intéressant comme sujet. Ben, merci à vous tous. Merci Andrea, Thibaut, Fawzan, tous ceux qui sont encore là. Ben, je vois, on est encore un sacré groupe. Hein. Mais là, maintenant, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Et je vérifie les questions. Mais voilà, je pense que là, pour ce soir, c'est bon. Voilà. Ben, merci à vous tous. Hein, si vous voulez, je vous montre un autre petit oiseau. Donc voilà, ça c'est le bouvreuil. Hein. Voilà, et vous dis bonne nuit. Et bonne journée, et bon travail pour ceux qui m'écoutent dans la voiture. Hein. J'ai beaucoup aimé la personne qui a mis ce témoignage, qui écoute les lives en roulant dans la voiture. Moi aussi, j'aime bien écouter les conférences comme ça en roulant quand j'ai des longs trajets à faire. Ben voilà. Ben merci beaucoup à vous. Au plaisir. À la prochaine, à la semaine prochaine, samedi soir ou dimanche soir, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.